Saviez-vous que certains des pires vilains de la Deuxième Guerre mondiale ont eu des morts encore plus bizarres que leur propre vie? Imaginez des leaders qui ont terrorisé le monde entier en trouvant des fins si étranges et perturbantes qu'elles semblent sorties d'un film d'horreur. L'un s'est jeté d'un immeuble vêtu en femme, un autre est mort étouffé par son propre vomi. Et il y a même ceux qui ont disparu sans laisser de traces, générant des théories conspirationnistes jusqu'à aujourd'hui. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas pris fin uniquement avec des redditions et des traités. Pour beaucoup de ses protagonistes, elle s'est terminée de façon absolument macabre. Préparez-vous à connaître les 10 morts les plus choquantes et mystérieuses des leaders qui ont marqué le conflit le plus dévastateur de l'histoire. Avant de commencer, nous nous dirigeons vers l'objectif d'1 million d'abonnés. Cela semble lointain, mais avec votre aide, nous pouvons y arriver. Abonnez-vous maintenant, laissez votre like et faites partie de cette histoire. 10. Subhas Chandra Bose. Nous commençons la vidéo en revenant à août 1945. Le Japon agonise, écrasé par le poids des bombes atomiques et par l'avancée implacable des forces alliées. L'Empire du Soleil Levant, autrefois symbole d'invincibilité dans le Pacifique, est au bord de la reddition. C'est dans ce scénario que Subhas Chandra Bose, le leader révolutionnaire indien charismatique et controversé, voit son monde s'effondrer. Lui qui, par conviction et stratégie audacieuse, a osé défier l'Empire britannique en s'alliant aux puissances de l'Axe, assiste maintenant à l'implosion de ses alliés et à l'effondrement d'un projet politique pour lequel il a sacrifié tout. Pour Bose, la Deuxième Guerre mondiale n'a jamais été qu'une simple dispute entre nations pour les territoires ou le pouvoir. C'était avant tout une opportunité historique, rare et irrémédiable pour libérer l'Inde du joug colonial britannique. Visionnaire et pragmatique, il a traversé les frontières et les idéologies pour atteindre son objectif. Il a traversé l'Allemagne de Hitler, où il a cherché un soutien militaire. Il a négocié avec les autorités japonaises. Il a dirigé l'armée nationale indienne formée de prisonniers et de volontaires, toujours portant avec lui le drapeau de l'indépendance. Sa cause était claire, l'Inde libre coûte que coûte. Mais maintenant, avec la défaite inévitable de ses alliés, le rêve semblait s'effondrer avec les ruines fumantes de la guerre. Aux Philippines occupées, où l'avancée alliée devenait de plus en plus menaçante, Bose décide que ce n'est pas le moment de se rendre. Dans un mouvement audacieux, il s'embarque dans un avion japonais en direction de la Mandchourie. Son plan était aussi audacieux qu'improbable. Atteindre le territoire contrôlé par les soviétiques et persuader Moscou de soutenir l'indépendance indienne. C'était une manœuvre désespérée, un saut dans l'obscurité, mais Bose a toujours vécu sur le fil du rasoir, où la politique et la survie se confondent, puis le silence, l'avion disparaît à l'horizon. Des heures plus tard, les nouvelles arrivent. Il aurait s'être écrasé à Taïwan. Les rapports officiels parlent d'un incendie catastrophique lors du décollage, de brûlures mortelles et de sa mort quelques heures plus tard, dans un hôpital militaire japonais. Mais un détail persiste comme une ombre gênante. Le corps de Bose n'a jamais été montré publiquement. Aucune photographie, aucun enterrement, aucune preuve irréfutable. Au fil des décennies, ont commencé à émerger des témoignages, certains vagues, d'autres étonnamment précis, de personnes qui affirmaient l'avoir vu en différents points de l'Asie, dans des monastères isolés, des villages reculés, jusqu'à de grandes villes, toujours sous des identités fausses, toujours protégé par des sympathisants disposés à risquer tout pour lui. Pour ses partisans les plus dévoués, la mort n'était qu'une mise en scène magistrale, un rideau de fumée pour lui permettre de continuer sa lutte dans l'ombre, loin des yeux britanniques. Même aujourd'hui, le gouvernement indien reçoit encore des rapports de supposés repérages, de documents mystérieux et d'indices qui rallument le débat. Pour certains, Bose était un héros tragique, victime d'un destin cruel. Pour d'autres, c'était un maître de la dissimulation qui a trompé le monde pour garder sa cause vivante. Entre les archives secrètes, les mémoires fragmentées et la dévotion de ses partisans, la figure de Subhas Chandra Bose reste suspendue entre l'histoire et le mythe. L'homme qui a défié 2 empires et qui un jour chaud doute a simplement disparu. George S. Patton, décembre 1945. La Deuxième Guerre mondiale s'était déjà terminée depuis 8 mois. L'Europe était encore une mosaïque de ruines, de famines et de troupes d'occupation. Parmi les noms légendaires du conflit, l'un se distinguait comme synonyme d'audace, d'imprévisibilité et de controverse, George S. Patton. Le vieux sang et courage avaient traversé toute la guerre pratiquement indemne.
De l'invasion de la Sicile à la libération de la Normandie, en passant par la course éclair à travers la France et la libération des prisonniers dans les camps de concentration nazis, sa trajectoire semblait celle d'un homme blindé contre le destin. Patton était plus qu'un stratégiste brillant, c'était une force de la nature. Il avait défié les ennemis et souvent les collègues commandants. Il critiquait publiquement les décisions politiques, ridiculisait la lenteur des généraux alliés et, à certains moments, avait presque mis en péril sa propre carrière par son tempérament explosif. Pourtant, il s'en était toujours sorti, protégé par l'efficacité sur le champ de bataille et par le respect qu'il inspirait à ses troupes. Mais alors, un matin froid, aux alentours de Mannheim, en Allemagne occupée, l'improbable s'est produit. Loin du bruit des mitrailleuses et de la fumée des chars, sur une route tranquille bordée de champs dévastés par l'hiver, un accident banal. Un camion militaire conduit par un soldat américain a traversé le chemin de la voiture où voyageait Patton. La collision était relativement légère, si légère qu'aucun des autres occupants n'a été gravement blessé. Patton, cependant, a été projeté contre la structure interne du véhicule, avec une violence suffisante pour fracturer la colonne cervicale. En quelques secondes, le général, qui avait dirigé des divisions blindées dans des offensives irrésistibles, s'est retrouvé incapable de bouger les bras et les jambes. Tétraplégie, attaché à un lit d'hôpital, loin des champs de bataille qui avaient défini son existence, pendant 2 semaines, il a résisté, a lutté contre les complications respiratoires, contre les infections, contre son propre corps, qui jusqu'alors semblait invincible. Mais le 21 décembre, une embolie pulmonaire a mis fin à la vie de George S. Patton. Officiellement, ce n'était qu'un tragique accident de la circulation, le type d'ironie cruelle que l'histoire réserve parfois à ses protagonistes. Pourtant, pour beaucoup, les circonstances étaient trop perturbantes pour être ignorées. Peu avant l'accident, Patton faisait des déclarations explosives, critiquait ouvertement l'Union soviétique, avertissait de la menace du communisme en Europe et affirmait que nous avions combattu le mauvais ennemi, que la guerre aurait dû continuer jusqu'à Moscou. Dans un monde fraîchement sorti du conflit, où l'équilibre fragile entre les alliés dépendait du silence diplomatique, ces paroles sonnaient dangereuses. Sa mort était-elle un coup du hasard ou un silence soigneusement déguisé ? Pour ses admirateurs, il était difficile de croire que l'homme qui avait survécu indemne à la guerre la plus brutale de l'histoire ait trouvé sa fin non pas dans un champ de mines ou sous le feu ennemi, mais sur une route paisible, victime d'un accident qui semblait pour certains aussi opportun que suspect. 8. Heinrich Himmler, 23 mai 1945. La Deuxième Guerre mondiale s'était terminée quelques semaines auparavant. Le Troisième Reich n'était plus que des ruines fumantes et ses leaders étaient à mort, emprisonnés ou traqués. Parmi les plus recherchés se trouvait Heinrich Himmler, l'architecte froid de la machine d'extermination nazie, mentor de l'Holocauste et responsable de l'un des systèmes les plus meurtriers de l'histoire. Pendant des années, son nom inspirait une peur absolue. Avec une discipline bureaucratique et une dévotion fanatique, il commandait les camps de concentration et les déportations de masse, comme s'il traitait une feuille de calcul, ne laissant jamais échapper son fanatisme. Mais à la fin, il n'était devenu qu'un autre fugitif. Capturé par les troupes britanniques près de Bremervörde, Himmler ne ressemblait plus au chef redouté de la Gestapo. Il portait des vêtements simples, une barbe non rasée, et affichait un regard vague, chargé non seulement par la défaite, mais par la peur constante de la capture. Il utilisait de faux documents et une fausse identité, Heinrich Hitzinger, dans une tentative vaine d'effacer la trace de millions de morts. Lors d'un examen médical, les Britanniques, soupçonneux, ont ordonné un examen plus rigoureux. C'est alors que Himmler a révélé son dernier atout. D'un geste rapide, il a mordu une capsule de cyanure cachée dans sa bouche, probablement entre les gencives, et une obturation fausse. Le poison a agi immédiatement. Il s'est effondré au sol, se tordant, les yeux écarquillés, de l'écume aux lèvres. En quelques secondes, l'homme qui avait commandé la terreur nazie était immobile, le visage figé dans une expression de désespoir et d'obstination. Le doute persiste. Comment a-t-il gardé la capsule intacte pendant la fuite et sous des fouilles rigoureuses ? Aurait-il eu l'aide de complices ou maîtrisait-il l'art de cacher ses secrets jusqu'au dernier instant ? Avec ce geste, Himmler a assuré qu'il ne ferait jamais face au tribunal de Nuremberg.
Il est mort non pas comme un prisonnier vaincu, mais comme quelqu'un qui, dans son esprit déformé, contrôlait toujours son destin et le récit final de sa vie. 7. Rudolf Hess, mai 1941. Au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe brûlait dans les combats et le ciel britannique résonnait encore du rugissement de la bataille d'Angleterre, Rudolf Hess, vice-chancelier d'Adolf Hitler, bras droit depuis les débuts du parti nazi et officiellement le troisième homme le plus puissant du Reich, a fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Sans avertissement préalable, sans autorisation de Berlin, sans aucun soutien officiel, il est monté seul dans la cabine d'un Messerschmitt. Le plan, selon Hess lui-même, était tellement insensé qu'il frôlait le délire, établir un contact direct avec des aristocrates britanniques influents et, qui sait, négocier un accord de paix. L'idée, si improbable qu'elle frôlait le délire, était de terminer la guerre entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, en formant une alliance contre l'ennemi, qui à son avis était le vrai danger, l'Union soviétique. Mais pour le gouvernement britannique, Hess n'était pas un diplomate accrédité, mais un officiel nazi qui avait surgi de nulle part, traversant les cieux ennemis comme s'il était en mission secrète ou désespéré. Il n'apportait pas la lettre de Hitler, ni la garantie que le Führer accepterait un accord. C'était un émissaire de lui-même. Résultat, il a été arrêté immédiatement et maintenu en détention jusqu'à la fin de la guerre. À Nuremberg, il a échappé à la potence. Condamné à la prison à perpétuité, il est devenu le prisonnier le plus longévif du tribunal. Son destin a différé radicalement de celui d'autres leaders nazis. Tandis que beaucoup ont été exécutés ou libérés après quelques années, Hess a passé 46 ans emprisonné, la plupart du temps à la prison de Spandau, à Berlin-Ouest. La routine était sévère. Des gardes des 4 puissances victorieuses, États-Unis, Royaume-Uni, France et Union soviétique, se relayaient dans une surveillance constante, 24 heures sur 24. Chaque pas, chaque geste, chaque visite était surveillée. Il n'y avait aucune brèche pour s'échapper, ni possibilité d'action clandestine. Hess vivait isolé dans un silence qui, avec le temps, semblait le transformer plus en énigme qu'en prisonnier. Août 1987, Hess avait 93 ans, le corps fragile, les mouvements lents, presque aveugle. Ce jour-là, sous la chaleur étouffante de l'été berlinois, il a été trouvé mort, pendu avec un fil électrique improvisé dans la petite cabane du jardin, où il avait l'habitude de s'occuper des plantes comme forme de thérapie occupationnelle. Le rapport officiel était catégorique, suicide. Mais c'est là que les doutes ont commencé. Comment un homme si âgé et affaibli aurait-il pu attacher le fil, se positionner et se pendre seul ? Pourquoi aurait-il choisi de se suicider après avoir résisté pendant des décennies dans un confinement quasi absolu ? Et surtout, comment un tel acte aurait-il pu se produire dans l'un des endroits les plus surveillés de la planète, sous la supervision constante de gardes entraînés pour prévenir tout incident ? Pour beaucoup, l'hypothèse la plus plausible n'était pas le suicide, mais le silence. Une exécution déguisée réalisée pour assurer que certains secrets mourraient avec lui. Quel secret ? C'est là que la spéculation s'intensifie. Certains croient que Hess gardait des informations sur les contacts secrets entre les officiers britanniques et la haute hiérarchie nazie avant et pendant la guerre. D'autres disent qu'il savait des plans et des pactes non documentés, dont le contenu pourrait ébranler l'histoire officielle et compromettre des figures politiques encore vivantes à l'époque. La question qui reste jusqu'à aujourd'hui est: pourquoi garder Hess vivant pendant près d'un demi-siècle, juste pour le voir mourir dans des circonstances si improbables ? Peut-être parce qu'il portait jusqu'à son dernier souffle des vérités que le monde n'était pas prêt à entendre. Et dans la cabane silencieuse de Spandau, ces vérités ont été étouffées avec le dernier homme qui pouvait les raconter. 6. Eduard Dietl. Eduard était exactement le type d'officier qu'Adolf Hitler admirait. Imposant, charismatique et victorieux au combat, connu sous le nom du buffle de l'Arctique, ses campagnes en Norvège et dans les régions gelées de l'Arctique sont devenues légendaires, gagnant le respect tant de ses alliés que de ses ennemis. Pour Hitler, Dietl représentait le modèle du soldat idéal, féroce, discipliné et impitoyable. Mais le 23 juin 1944, la chance a changé radicalement. L'avion de Dietl s'est écrasé mystérieusement dans les Alpes autrichiennes et tous à bord sont morts instantanément. La version officielle attribuait la tragédie au mauvais temps et à une défaillance mécanique inattendue. Cependant, dans les coulisses circulèrent des rumeurs beaucoup plus sombres.
Dans les mois précédents, Dietl avait commencé à remettre en question les ordres directs du Führer, démontrant une attitude que beaucoup considéraient comme dangereuse pour le régime. Les généraux qui osaient être en désaccord avec Hitler avaient fréquemment l'étrange habitude de subir des accidents aériens. Des accidents qui semblaient peu naturels pour ceux qui connaissaient les détails. Le lieu du crash a été rapidement isolé, avec peu de personnes autorisées à examiner les débris. Qu'aurait-on caché là ? Quel secret était enterré sous les froids des Alpes ? En fin de compte, l'histoire de Dietl est un rappel cruel. Même les héros de guerre, ceux qui conquérèrent des victoires pour le Reich, n'étaient pas en sécurité quand ils commençaient à penser par eux-mêmes. La loyauté aveugle était exigée avant tout, et celui qui s'écartait du chemin avait un destin sombre et final. 5. William Joyce. William Joyce, né aux États-Unis, élevé en Irlande et formé politiquement en Grande-Bretagne, il a trouvé dans l'Allemagne nazie la scène pour le rôle le plus infâme de sa vie. Bien avant la guerre, il s'était déjà distingué comme militant fasciste et orateur enflammé, répandant des discours chargés de haine et de nationalisme extrême. Quand le conflit a commencé, il a fui en Allemagne et s'est offert au ministère de la propagande de Joseph Goebbels. À la radio, il a gagné le surnom qui le marquerait à jamais. Lord Howe Howe, sa voix affectée, sarcastique et imbu de mépris, arrivait chaque soir dans les foyers britanniques, mélangeant les faits et les mensonges avec la précision d'un bistouri. Raillant les défaites britanniques, il menaçait les villes de bombardement et parlait comme si la victoire nazie était inévitable. Pour beaucoup, ce n'était qu'une figure grotesque. Pour le gouvernement, un traître dangereux qui aidait à éroder le moral de la nation. À la fin de la guerre, Joyce a tenté de s'échapper. En mai 1945, près de la frontière avec le Danemark, il a été arrêté par des soldats britanniques. Il a été reconnu par son accent quand il a répondu en anglais à une interpellation. Traduit en justice pour haute trahison, il a été condamné à mort. Nous avançons au 3 janvier 1946. À la prison de Wandsworth, Londres, le bourreau Albert Pierre Point a conduit Joyce jusqu'à l'échafaud. Tandis qu'il marchait, le condamné gardait un air de défi, comme si jusqu'à ce moment c'était juste un autre acte de mise en scène. Mais il y avait un détail physique qui le rendait différent des autres hommes qui montaient ces escaliers. Des années auparavant, lors d'une confrontation politique dans les rues, Joyce avait reçu une coupure profonde au visage, une cicatrice qui traversait du coin de la bouche jusqu'au menton. Elle ne s'était jamais complètement fermée, toujours visible, un trait marquant de sa persona. Quand le levier a été actionné et que son corps est tombé dans le vide, l'impact a été brutal. Les témoins ont rapporté un moment grotesque. La vieille cicatrice s'est ouverte, saignant intensément, comme si le propre passé de violence et de trahison avait décidé de se manifester à l'instant final. Le sang a coulé sur son visage tandis qu'il se balançait sous la corde. Ainsi s'est terminé Lord Howe Howe avec le bruit sec de la chute, le goutte à goutte du sang sur le plancher et l'expression figée d'un homme qui jusqu'à la fin a cru être maître du récit. Sa mort n'a pas seulement mis fin à sa carrière de propagandiste, mais a aussi gravé dans la mémoire de ceux qui ont assisté à la scène l'image perturbante d'un traître marqué à jamais par ses paroles et par sa cicatrice. 4. Benito Mussolini. Avril 1945. L'Italie était en lambeaux. Le pays que Benito Mussolini avait proclamé comme la résurrection d'un empire romain moderne n'était plus qu'un champ de ruines. Des villes bombardées, des routes couvertes de débris, la famine généralisée et un peuple épuisé après des années de guerre et d'oppression. Le DUS voyait son pouvoir se dissoudre sous ses yeux. L'effondrement de l'Axe en Europe s'accélérait. Les troupes allemandes reculaient sur tous les fronts et la résistance italienne gagnait en force. Mussolini, isolé politiquement et abandonné même par d'anciens alliés, savait que son destin était scellé s'il tombait entre les mains de l'ennemi. Il a alors tenté une fuite désespérée, s'est joint à une colonne de soldats allemands qui reculaient vers le nord et s'est déguisé en uniforme militaire germanique, croyant qu'il pourrait franchir la frontière avec la Suisse et de là peut-être négocier l'exil. Mais sa chance s'était épuisée. Près du village de Dongo, sur les rives du lac Côme, des partisans italiens ont intercepté la colonne. L'un des combattants a reconnu le visage indubitable du dictateur, malgré le casque baissé et la posture courbée. Mussolini n'a pas résisté. Il a été capturé avec Claretta Petacci, sa maîtresse, qui avait insisté pour ne pas l'abandonner malgré le danger. Il n'y a eu ni tribunal ni formalité. La décision a été sommaire.
Le 28 avril 1945, le couple a été conduit à une porte rurale, à Diolino di Mezzegra. Là, en quelques secondes, une rafale de tirs a mis fin à la vie de l'homme qui, pendant plus de 20 ans, avait gouverné d'une main de fer. Claretta est morte enlacée à lui. La fin, cependant, ne serait pas silencieuse. Les corps ont été transportés à Milan et amenés à la Piazza Loreto, lieu où quelques mois auparavant, des partisans avaient été exécutés et exposés par les fascistes comme avertissement à la résistance. Maintenant, la scène s'inverserait de manière cruelle et symbolique. Les cadavres de Mussolini, Claretta et d'autres hiérarques fascistes ont été pendus la tête en bas à une structure métallique d'une station-service. Le geste avait une double fonction, humilier le dictateur devant le peuple et afficher la victoire de la résistance. La foule s'est amassée en masse, des cris, des insultes et des applaudissements résonnaient. Les gens crachaient, donnaient des coups de pied, jetaient des pierres. Certains ont même mutilé les corps. Les photographes ont tout enregistré. La figure enflée et ensanglantée de Mussolini, son uniforme froissé, Claretta avec sa robe déchirée, les pieds se balançant dans l'air. Ces images ont circulé rapidement dans le monde, devenant l'une des scènes les plus iconiques et perturbantes de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce n'était pas seulement l'exécution d'un homme, c'était un acte de vengeance collective, un spectacle public de haine et de catharsis. Le fascisme italien est mort là, littéralement la tête en bas, exposé au mépris populaire. L'homme qui s'imaginait un empereur de la Renaissance s'est terminé non pas dans un palais, mais comme un trophée macabre, se balançant au vent sur une place envahie par la foule. Qu'en pensez-vous de la vidéo jusqu'à présent ? Avant de vérifier le top 3, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser votre j'aime. De cette façon, vous soutenez notre travail et garantissez que vous ne manquerez aucune nouveauté de la chaîne, d'accord ? Si vous êtes intéressé par des contenus liés à la Seconde Guerre mondiale, commentez « Je veux plus d'histoire ». Cela nous aide à atteindre plus de personnes et nous maintient également motivés à continuer à apporter des productions de plus en plus meilleures. Tout est prêt. Respirez profondément, mettez-vous à l'aise et continuons. 3. Alfred Jodl. Alfred Jodl était le cerveau opérationnel derrière l'Oberkommando der Wehrmacht. D'accord, le commandement suprême des forces armées du Troisième Reich. En tant que chef des opérations, sa fonction le plaçait en contact direct et constant avec Adolf Hitler, recevant des ordres et les transformant en instructions militaires qui ont façonné le cours de la guerre en Europe. De la planification des campagnes éclairs à la supervision des stratégies défensives lors de l'effondrement final, Jodl était présent à toutes les phases du conflit. Sa signature datée du 8 mai 1945 a scellé le destin du Reich. La reddition inconditionnelle de l'Allemagne aux Alliés a été l'acte final de la guerre en Europe, un moment historique qui le rendrait à jamais partie de la fermeture tragique de ce conflit, mais la reddition ne lui a pas apporté de clémence. Arrêté peu après la fin de la guerre, Jodl a été amené au banc des accusés, aux côtés de figures comme Hermann Göring, Wilhelm Keitel et Joachim von Ribbentrop. L'accusation était implacable, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les procureurs alléguaient qu'il avait mis en œuvre des politiques militaires inhumaines, comme l'ordre d'exécuter les prisonniers de guerre et les représailles contre les civils, des directives qui, pour les Alliés, le plaçaient au même niveau de responsabilité qu'Hitler. Le procès a été rapide et dur. Le 1er octobre 1946, Jodl a été condamné à mort par pendaison. Dans la nuit du 16 octobre 1946, à 2 heures du matin, il a monté l'échafaud dressé à la prison de Nuremberg. Les témoins ont rapporté qu'il s'était maintenu calme jusqu'à la fin, niant véhémentement avoir commis un crime et déclarant qu'il avait seulement suivi des ordres militaires, non politiques. Cela semblait être la fin définitive de son histoire, mais le cas de Jodl aurait une tournure inattendue 7 ans après sa mort. En 1953, un tribunal d'appel à Munich a réévalué le procès et a conclu que Jodl n'aurait pas dû être condamné pour certaines des principales accusations qui l'ont mené à la potence. Le tribunal a annulé sa condamnation à titre posthume, reconnaissant que dans certains actes, il avait agi conformément aux normes militaires internationales de l'époque. La décision a fait l'effet d'une bombe en Allemagne et dans le monde. Pour certains, c'était la preuve que les procès de Nuremberg, menés sous une intense pression politique et morale, avaient commis des excès et des injustices. Pour d'autres, il s'agissait d'une tentative tardive de réhabiliter l'image d'un homme qui, indépendamment des technicités juridiques, avait été une pièce clé dans la machine militaire nazie.
Le gouvernement allemand de l'époque a rapidement minimisé la réhabilitation et la pression internationale a conduit à l'annulation partielle de cette décision. Néanmoins, l'ombre du doute persistait. Si Jodl, l'un des généraux les plus proches d'Hitler, aurait pu être injustement condamné sur certains points, qu'en est-il des autres accusés, en particulier ceux ayant des rôles plus ambigus? Le cas d'Alfred Jodl est devenu un symbole inconfortable. Il expose le dilemme éternel de la justice en temps de guerre. Comment punir les responsables sans que l'urgence de la vengeance et le poids des émotions ne déforment le processus? Aujourd'hui, son histoire continue de diviser les historiens. Était-il un criminel de guerre légitimement condamné ou un officier militaire qui a payé de sa vie des décisions politiques qui n'étaient pas entièrement les siennes? La seule certitude est que sa trajectoire de la salle de commandement d'Hitler à la potence à Nuremberg et la controverse réhabilitation posthume restent l'un des chapitres les plus controversés de l'après-guerre. 2. Adolf Hitler, 30 avril 1945. Berlin n'est plus une ville, c'est un champ de ruines. Le ciel est couvert par un rideau de fumée et de suie, coupé seulement par les éclairs intermittents des explosions. L'armée rouge avance dans les rues détruites à seulement quelques mètres du Führerbunker, le labyrinthe souterrain qui, au cours des derniers mois, était devenu le centre du pouvoir nazi et maintenant le tombeau politique et physique d'Adolf Hitler. Là-bas, l'atmosphère est suffocante. Les murs de béton, assez épais pour supporter les bombardements, ne peuvent pas contenir le bruit sourd de l'artillerie, ni l'odeur âcre de l'essence et de la poudre qui s'infiltre dans tous les couloirs. Les soldats, les secrétaires et les conseillers se déplacent comme des ombres, épuisés, pâles, avec des regards perdus. Le Troisième Reich qu'Hitler avait promis de durer 1000 ans a à peine survécu 12 ans. Dans le bureau privé, faiblement éclairé par des lampes faibles, Hitler est courbé sur le bureau. Ses mouvements sont lents mais décidés. Sur la surface, il y a des cartes rayées avec des stylos rouges, des documents éparpillés et un revolver Walter PPK calibre 7,65. À côté, une petite capsule de verre contenant du cyanure. Il sait qu'il n'y a plus de route de fuite, seulement le choix de comment mourir. Eva Braun, sa compagne depuis plus d'une décennie, est à ses côtés. Moins de 24 heures auparavant, ils s'étaient mariés lors d'une brève cérémonie célébrée dans le bunker lui-même, tandis que Berlin s'effondrait sur leur tête. Pas de fête, pas de musique, seulement l'échange formel de vœux et le toast silencieux. Maintenant, leur lune de miel sera terminée par un pacte de mort. Hitler place la capsule de cyanure dans sa bouche et presque simultanément porte le revolver à sa tempe droite. Le coup de feu résonne dans le couloir étroit, étouffé, mais indubitable. Eva, quelques secondes avant, avait déjà mordu sa capsule, succombant en silence au poison. Les aides les plus loyaux, Otto Günsche et Heinz Linge, entrent immédiatement dans le bureau. Avec l'aide d'autres gardes, ils enveloppent les corps dans des couvertures et les portent par l'escalier étroit jusqu'à la sortie du bunker, où le jardin de la chancellerie est dévasté par des cratères de bombes. Là, ils versent de l'essence sur les cadavres et les mettent le feu. Les flammes montent alimentées par le vent, tandis qu'au loin, on entend encore les tirs des troupes soviétiques qui s'approchent. Hitler avait toujours craint d'être exhibé comme un trophée, comme cela s'était produit avec Mussolini, lynché et pendu sur une place italienne. Brûler le corps était la dernière tentative de refuser aux ennemis un spectacle public. Quand les soviétiques pâtés prennent finalement le bunker, ils ne trouvent que des restes carbonisés. Joseph Staline ordonne que tous les détails soient tenus secrets, transformant le destin d'Hitler en une énigme officielle pendant des décennies. L'absence d'informations claires alimente les théories conspirationnistes les plus variées, qu'il aurait échappé en se déguisant, qu'il avait fui en Argentine, qu'il avait vécu caché en Patagonie. Aucune n'a jamais été prouvée, mais la légende persiste toujours. 1. Joseph Goebbels. Nous avançons au 1er mai 1945, seulement un jour après le suicide d'Adolf Hitler dans le bunker de Berlin. Le Troisième Reich était dans ses derniers moments, étouffé par l'invasion des forces alliées et condamné à un effondrement inévitable. La capitale allemande gisait en ruine, avec des rues couvertes de débris et le bruit constant des bombes résonnant comme un présage de la fin. C'était un scénario de destruction, de peur et de désespoir.
Dans ce contexte sombre, Joseph Goebbels, le maître de la propagande nazie, qui pendant des années avait manipulé les paroles et les émotions pour maintenir vivante la flamme du nazisme, a brièvement assumé le poste de chancelier du Reich, une position symbolique et pratiquement sans pouvoir réel, qu'il a occupé pendant moins de 24 heures. Même avec le régime déjà en train de s'effondrer, cette nomination représentait le dernier souffle d'un système qui marchait vers son déclin définitif. Aux côtés de Magda, son épouse, Goebbels a pris une décision qui dépassait tous les limites connues de la cruauté et du fanatisme. Ensemble, ils ont décidé d'ôter la vie à leurs 6 enfants avec des capsules de cyanure, Helga, Hilde, Helmut, Holde, Eda et Heide. Des enfants innocents dont les âges variaient entre 4 et 12 ans, dormant ignorants du destin terrible qui les attendait. Un par un, tandis que les petits dormaient, ils ont été assassinés par les mains de ceux qui auraient dû les protéger, guidés par une conviction insensée que vivre dans un monde où le nazisme n'existerait pas serait quelque chose d'impensable, une défaite qui ne pouvait pas être acceptée. Pour le couple Goebbels, la seule alternative acceptable était de mourir ensemble comme une famille aryenne pure, un symbole macabre et final du fanatisme qui a façonné leur vie et leurs idéaux. Après l'exécution des enfants, le couple a également ôté sa propre vie en suivant le chemin du suicide. Avant de mourir, ils ont laissé des instructions détaillées pour que leur corps soit incinéré, évitant qu'ils ne deviennent objet de vénération, de pitié ou de quelque spectacle que ce soit. Ce n'était pas seulement une mort, c'était la manifestation ultime d'un fanatisme si extrême qu'il a dépassé même le sentiment parental le plus basique et instinctif. 6 enfants innocents ont été victimes d'un acte horrible, chargé de désespoir et d'idéologie, qui révèle la profondeur de l'effondrement moral et humain qui s'est abattu sur le Troisième Reich dans ces derniers moments. Joseph Goebbels, l'homme qui avait manipulé des millions avec ses paroles, le contrôleur des récits nazis, a écrit le dernier acte de sa propre vie comme une pièce de théâtre sombre, cruelle et tragique. Même dans la mort, il a tenté de maintenir le contrôle de l'histoire, laissant derrière lui une image qui serait mémorisée comme l'une des plus perturbantes et impactantes du XXe siècle. 10 morts, 10 mystères, 10 fins qui montrent comment le pouvoir absolu corrompt jusqu'aux derniers instants de l'existence. Des suicides élaborés, des exécutions théâtrales, des accidents suspects, des disparitions inexplicables. Chacune de ces morts reflète la nature des hommes qui les ont protagonisées. Qu'as-tu pensé de la vidéo ? Connaissais-tu déjà toutes ces histoires ? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser ton j'aime. Merci d'être resté jusqu'ici, mais ne pars pas encore. Il y a une autre vidéo très intéressante qui t'attend. Clique sur la carte qui apparaît maintenant sur ton écran.